Jeudi 26 septembre, nous enregistrons notre 226e épisode, le 5e de notre 6e saison. Au programme de notre revue de presse technologique, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, s'engage contre le réchauffement climatique, Edward Snowden nous met en garde contre le nuage américain, Google ne payera pas les éditeurs de presse en France, un nouveau combat s'annonce entre Google Play Pass et Apple Arcade, Xiaomi invente le smartphone recto verso, Boston Dynamics lâche la laisse de son robot Spot et dans quelques instants on parlera d'Amazon une fois de plus, qui voit des Alexa partout. Pas encore abonné, faites-le maintenant avant d'oublier. Et sur YouTube, n'oubliez pas la cloche pour être notifié. Bonne écoute. Et bienvenue à nos chroniqueurs également qui sont ici. Voilà, les voici. D'un coup d'un seul, vous avez droit à Bruno d'un côté depuis le Luxembourg et puis de l'autre côté à ma gauche, si vous préférez. Nous avons Sébastien, oui, de ce côté-là. Ouais, à ta gauche, mais à leur droite. À votre droite, oui, du coup. Voilà. Juste un petit remerciement rapide, parce que j'ai oublié la semaine dernière, donc cette fois-ci, j'ai pas oublié, à nos contributeurs, pas ceux qui nous donnent de l'argent, hein, on ne demande toujours pas d'argent à personne, ceux qui nous laissent des commentaires. C'est un petit peu notre salaire à nous, les commentaires, les petites étoiles, les pouces vers le haut, etc. On apprécie tout ça, ça nous permet aussi, il faut bien le dire, d'être mieux référencés. Donc merci à Arnaud Tulpar, Vienne et Bantlin, Stéphane45, Didier Louty, Loïc, Eric Edelin, Cédric Conessa, Valentin O'Haraud, Afer Neo, Frédéric Ogel, Exodus, Battant, Terence One, Mifkaïel, Bricolo et Mulot, Mohamed Zanan, ainsi que Tiger Fab. J'en ai oublié plein d'autres qui m'en excusent. Et merci à vous simplement d'être là à nous écouter. On voulait juste, avant de commencer notre abécédaire, parler d'une petite information qui date d'il y a 2 semaines, mais Marc te l'avait laissé. Sébastien, parce qu'il sait que tu en parles assez bien, puisque tu avais parlé de Richard Stallman dans un hors-série biographique, si je puis dire, hein, le portrait de Richard Stallman au début de l'été. On en a reparlé il n'y a pas tellement longtemps, hein, et puis là il est revenu un petit peu au devant de l'affiche, et pas pour de très très bonnes raisons. Tu peux nous en dire quelques mots peut-être? Oui, alors en fait, tout est parti d'une discussion interne au niveau du MIT où ça parlait de toute l'affaire de notre cher... alors c'est Wayne Epstein. Voilà, il m'excusera si je écorche son nom, de toute façon, il est mort. Oui. Et voilà. Et donc ça avait dérivé sur d'autres points où effectivement, voilà, le MIT avait reçu des subventions qui ont été anonymisées. Alors personne ne peut nous dire si toutes les subventions ont été anonymisées ou juste cette subvention-là. Donc là, voilà, le MIT s'est fait épingler, mais bon, peut-être que finalement, il n'y a pas réellement de raison. Et puis il y avait un autre débat sur un collègue du MIT qui avait une 70aine d'années et qui a couché avec une petite dame de 17 ans. Et là, effectivement, notre ami Richard Stallman a essayé de défendre comme il se peut son collègue, tout en disant effectivement que bon, voilà, s'il y a un problème en justice, il y a un problème en justice, il faut le régler, mais que voilà, on parle pas de la même chose, et c'est pas parce qu'il y a l'affaire en justice contre le milliardaire qui maintenant est éteinte qu'on doit faire une chasse aux sorcières dans tout ce qui se passe au MIT. Voilà, il y a quelques extraits qui ont été ressortis, déformés par une petite dame qui était dans la liste. Ça a été fort déformé dans les premiers articles où on a expliqué que Richard défendait les agissements du milliardaire, qui défendait la pédophilie, qui défendait plein de trucs totalement abjects. Donc, inévitablement, comme Richard est le porte-étendard de tout ce qui est FSF, Libre et compagnie, il a été gentiment forcé de mettre un pas de côté. Donc il a démissionné de son poste à la FSF, donc il n'est plus président de la FSF, et il n'est plus non plus MIT. Donc il se retrouve chez lui gentiment. Alors, voilà, il y a plein de procès d'intention sur certains points. Richard a toujours eu un caractère, Richard Stallman, qui est assez extrême. Hein, le gars, pour défendre ce qu'il fait et pour avoir réussi à changer, parce que je lui ai écrit un petit mail, on a échangé deux, trois messages ces dernières semaines, parce que je trouve que voilà, par rapport à ce qu'il a fait, il y a une certaine reconnaissance. Après, le côté privé, peut-être qu'il aurait dû éviter. Ça, c'est certain, d'avoir probablement ce genre d'email, parce que voilà, il consent toute une série
de pouvoir et de, comment dire, de personnes contre lui de par son charisme et son caractère, qui est un caractère de chien. Ah, il n'a Et, pas que des amis, hein. voilà, il a quelques ennemis, sa tête voilà, on voulait couper sa tête est tombée, et voilà. Maintenant, je trouve que ça n'enlève rien à ce qu'il a fait pour nous, même si effectivement, ses propos n'ont pas toujours été appréciés dans la communauté. Il y a toute une histoire aussi qui est remontée sur un commentaire qu'il avait mis dans un des repositories de code et qui disait, parce qu'il y a une fonction abort, et il faisait une référence à une loi anti-avortement aux États-Unis pour dire qu'il était contre. Il faisait un mauvais jeu de mots, et tout le monde voulait retirer en disant ça n'a pas à faire sa place, ça n'a pas sa place dans le code source de cette librairie. Et là, je veux dire qu'on a eu quelques débats au bureau où on diverge un peu. Alors c'est vrai que maintenant, on est le libre, il y a toute une série de codes, on suit le truc, on distribue du code, on est là pour tout ce qui fait le libre, c'est-à-dire partager et essayer d'enrichir les autres. On parle intellectuellement, hein, et même parfois juste financièrement. Mais à la base, c'est un combat, il y a un combat derrière lui qui est idéologique, et que, voilà, certains défendent, oui, il a le droit d'avoir son combat idéologique en même temps que le reste, et l'autre, non, c'est le code, et c'est purement le code. C'est des visions qui sont, voilà, qui s'opposent d'une certaine manière, et voilà la triste conclusion. Voilà, je suis assez curieux de ce qu'il va faire prochainement, même si le gars, quand même, il a passé une soixantaine d'années. Donc il est peut-être temps qu'il se repose aussi, il l'a mérité, mais c'est dommage que ça se termine comme ça, hein, bêtement. Ouais. Parce que Bon, est-ce que ça se termine comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra voir dans les semaines, les mois qui viennent, quand les choses se seront peut-être un petit peu calmées aussi. Voilà, c'est pas le genre à s'écraser. Je pense qu'on va encore entendre parler de Stallman. Non, c'est pas le genre à s'écraser, et dès qu'on échange par mail, il a plusieurs mails automatisés qu'ils envoient directement en disant, voilà, essayez de corriger ce qui a été repris dans les médias, essayez de, voilà. Voilà, il a raison, il s'est fait défoncer dans une série d'articles. Il y en a 2 ou 3 qui ont expliqué réellement ce qui s'est passé, avec une longue interview, dans celui de Register, que je vous engage à rechercher. Et qui, voilà, après, les faits peuvent être choqués l'un ou l'autre, je peux comprendre, mais l'histoire est surdimensionnée. Voilà, donc il faut faire attention quand on a ce genre de poste à exactement tout ce qu'on dit tout le temps. Oui, c'est ça. Et quand on s'informe sur ce genre d'histoire, effectivement, aussi, aller au bout de l'information, ne pas se contenter juste d'un article ou d'un tweet. Des fois, on se contente d'un tweet et on ne creuse pas un petit peu plus loin. Ça vaut des fois la peine d'un petit peu se poser les bonnes questions, de creuser et d'aller voir un petit peu plus loin pour se faire une vraie opinion, quoi, basée sur des faits et pas juste sur des on-dit ou des tweets un peu alarmistes. On va peut-être passer à notre abécédaire, sauf si c'est un rapide truc à rajouter, mais on a déjà fait plus long. Non, allons-y. Oh bah, on va faire ça. Comme prévu, comme je l'avais dit, on va parler d'Amazon, hein, qui étend l'empire d'Alexa. C'est qui nous en parle? C'est Bruno, je pense, si je dis pas de bêtises. Oui, Alexa, c'est pour moi. J'aime bien Alexa. Oui. Un petit campagne à la maison, oui. J'ai choisi Alexa à d'autres assistants personnels. Et effectivement, Amazon a, lors d'une très longue présentation pour les journalistes de presque 2 heures, a présenté la bagatelle d'une douzaine de nouveaux produits qui intègrent donc l'assistant personnel Alexa, ou l'assistante personnelle, je ne sais pas si on peut dire si c'est féminin ou pas, personnel Alexa. Donc voilà, il y en a beaucoup. Certains sont déjà précommandables chez Amazon, j'ai regardé tout à l'heure. Donc il y a notamment une paire de lunettes connectées, mais sans écran, hein. Donc il n'y a pas d'écran, pas de caméra, c'est vraiment, ils se basent vraiment sur la voix d'Alexa, donc ils gardent là où ils sont forts en fait. Ils ont annoncé aussi des écouteurs sans fil, un peu pour contrecarrer Apple sur leur AirPods. Oui. C'est ça. Oui, ceci intègre par contre notamment Alexa, mais aussi l'assistant Google, donc on peut utiliser les deux, et ont du noise cancelling, donc ce que n'ont pas les produits d'Apple, et ils sont moins chers. Donc voilà, c'est pas mal déjà, effectivement. Plus étonnant, ils ont sorti une bague intégrant
Alexa. Donc, voilà, ils ont réussi à miniaturiser un peu tout et à intégrer un petit micro et un petit haut-parleur à une bague et tous les circuits nécessaires pour voilà, utiliser cela. Donc, si vous voyez des gens parler comme ça, bah, vous savez qu'ils Oui, avec la main devant la bouche. Alexa, mets cette personne sur liste noire, s'il te plaît. Donc, non, voilà, c'est un peu plus anecdotique, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Certains produits vont être juste en série très limitée pour un peu faire office de prototype, peut-être pour après une deuxième version, si ça marche effectivement. Ils ont lancé de nouvelles enceintes Echo, donc qui intègrent aussi l'assistant Alexa, dont une l'EcoFlex, c'est ça, l'EcoFlex, qui va un peu aussi concurrencer le produit d'Apple, hein, qui donc va avoir une très 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 bonne qualité de son, trois-dimensionnel comme ils appellent ça, donc qui est fait pour être mis à un endroit d'une pièce et ce qui va résonner un peu partout, donc pour contrecarrer le HomePod d'Apple, et qui sera lui aussi à $200, donc on peut imaginer que ça sera à peu près 200 €, donc des prix très très très, très concurrentiels. Un autre produit, c'est sous forme d'une veilleuse qui s'appelle Flex, qui va se brancher directement sur une prise et donc intégrer à nouveau Alexa. Produit annoncé autour des $25. J'ai vu en Europe, il sera autour des 26 €. Donc voilà, des produits très bon marché qui vont intégrer un assistant personnel performant, hein, vraiment performant, pour vraiment avoir Amazon partout et justement pour attirer des nouveaux clients dans l'écosystème Amazon. Donc, il est vrai que l'assistant Alexa, à mes yeux, est le plus développé de tous. C'est le leader du marché. Et là, avec tous ces hardware qui rajoutent, on a vraiment le choix de ce qu'on va utiliser à la maison. Ouais, le choix, et en même temps, il faut y avoir accès à ces devices, ce qui n'est pas toujours évident, en tout cas vu de Belgique. Oui. On est un petit peu mal pris parce qu'on est un pays trilingue, si on compte la communauté germanophone. Donc c'est toujours un petit peu spécial, hein, dès qu'il s'agit de langues et d'appareils qui parlent ou qui écoutent. Chez nous, il faut toujours attendre qu'ils soient un peu partout avant pour qu'on y ait accès commercialement en tout cas. On peut toujours l'acheter via l'étranger. Hein. Je pense que Sébastien, tu as déjà fait l'acquisition comme ça de ce type de matériel parce que pas disponible immédiatement chez nous et que comme tu avais envie, tu es passé par là. C'est pas tout le temps, mais ça arrive, quoi. Oui, alors il y a des sites pour ça, myus.com, qui est le plus connu, mais sinon il y a la possibilité, comme Bruno l'avait fait à l'époque, de prendre un aller-retour en avion pour aller le chercher et le ramener dans ses bagages. C'est plus coûteux. C'est possible, mais c'est plus coûteux. Oui, mais en même temps, quand on voit des fois les taxes d'importation sur certains produits, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir s'il y a moyen d'en ramener plusieurs pour des amis, etc. Moi, je me rappelle de la première version de l'iPad, et il y a quand même pas mal de gens qui avaient profité, entre guillemets, d'un retard d'avion à cause d'un volcan quelque part pour s'acheter des iPads et en ramener à quelques-uns. Je pense que Bruno avait fait l'expérience également. C'était l'opportunité, on va dire, l'occasion qui faisait le larron. Mais bon, c'est vrai que des opportunités d'acheter du matériel qui n'est pas fait pour chez nous à l'étranger, c'est bien, mais en même temps, s'il ne parle pas français correctement ou qu'il ne comprend pas le français, s'il faut parler toute la journée en anglais pour qu'il nous comprenne, c'est un peu... voilà, quoi. C'est moins gai, quoi, du coup. Mais là, je pense qu'Alexa est quand même déjà accessible. Oui. En français, oui. En français et en allemand, je pense. Après, en néerlandais, je ne suis pas sûr. Ça, je ne sais pas vous dire parce que ce n'est pas une langue que je maîtrise. Mais c'est ça. Il y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent en néerlandais. Non, enfin, il peut y en avoir. Hein. Le luxembourgeois, par exemple. Oui, c'est ça. Le luxembourgeois, sinon, il est usité par les assistants vocaux, genre Google Home et autres, non? Non. Mais Google, dans leur traducteur, intègre maintenant le luxembourgeois, ce qui est déjà une très bonne chose. C'est pas mal, oui. Donc, pas encore Amazon. Mais ils ne le comprennent pas. Le siège social. Oui, c'est ça. On pourrait se dire que voilà. Bon, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, j'ai quand même un point, si je peux, sur les trucs. Parce qu'il y a un des produits que j'avais regardé, j'étais intrigué sur les lunettes. Vous savez pourquoi ils ont fait des lunettes, en fait? Non, je ne sais pas. Voilà. C'est parce que c'est couillon. Hein. Au final, le principe du truc, c'est la même chose que les oreillettes. Ça fait rien de plus, rien de moins. Oui. Et la seule justification du produit lunettes, c'est
Comme ça, tu as l'air moins con qu'avec des oreillettes quand tu te promènes en rue. Tu vois, tu as les lunettes, tu as l'impression que quelque chose, mais tu vois, c'est juste pour le paraître. Donc c'est vrai, les lunettes, ça donne l'air intelligent. Voilà, c'est ça. J'ai un petit doute, mais voilà. On peut passer à la suite, du coup, sur cette remarque tout à fait pertinente. Et on va encore une fois parler d'Amazon, mais cette fois pour l'aspect climatique et l'investissement, on va dire, que fait Jeff Bezos dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque Amazon va investir dans 100 000 camionnettes électriques. C'est pas un petit investissement. Non, il fait péter les brousoufs. Et alors, faut rappeler, pour ceux qui connaissent pas Jeff Bezos, donc le monsieur qui a la même coupe que Bruno, Oui. plus ou moins, et donc le gars, le patron d'Amazon depuis toujours. C'est bon. Voilà, c'est ça, félicitations. Mais il a pas de barbe, hein, donc il a plus rien. Voilà, ça c'est déjà plus possible. Mais il a plus beaucoup de sourcils non plus. Hein, je veux pas aller jusque. Oui, bon, ça c'est va. Monsieur Patate, là, tu vois. Et donc, le mec d'Amazon qui est un opposant assez virulent à Trump, Trump qui question climat, il s'assied un peu dessus, hein, voilà, en résumé. Jeff Bezos dit je voudrais qu'on arrive aux accords de Paris, mais 10 ans avant. Donc, ambitieux. Il est temps qu'il s'y mette, hein, c'est ambitieux, il est temps qu'il s'y mette. Et il dit Amazon est la première entreprise de cette envergure à se mettre sur la liste, et il appelle d'autres grandes entreprises à se mettre, à essayer d'effectivement arriver à ces accords de Paris avant les 10 ans. Alors effectivement, on peut déjà regarder historiquement, Google, Apple, Microsoft, ils essayent tous d'aller dans ce sens-là, c'est normal, ils sont tous en train d'essayer d'adopter une position écolo, responsable, parce que toute une série de la population, tous les millennials, si l'entreprise n'est pas responsable, ils vont plutôt tendance à changer de boutique. C'est du greenwashing, quoi. C'est ça, un petit peu. Ouais. Donc, alors après, on va pas s'en plaindre. Il fait effectivement un investissement colossal. C'est 100 000 camionnettes électriques qu'il va acheter à une société américaine, Rival. On ne précise pas aujourd'hui si ces camionnettes seront uniquement pour les États-Unis ou s'il va faire la même chose dans le reste du monde, parce que Amazon fait aussi quand même tourner pas mal de camionnettes en Europe, hein, faut pas déconner, et nous aussi on respire de l'air. Mais voilà, donc c'est 100 000 camionnettes, pour lui c'est d'ici 2030, mais il va déjà commencer à avoir les premières camionnettes dès 2021, donc pas l'année prochaine, dans un peu plus d'un an, on aura des petites camionnettes électriques payées par Amazon. Alors, en plus de ça, il a aussi dit, allez, puisque je suis bon prince, que je suis une bonne journée, on va donner 100 millions de dollars pour la reforestation, parce que, voilà, on va mettre des arbres. C'est bien hein, quand tu peux comme ça claquer 100 millions de dollars, alors qu'en même temps, il va chercher des investisseurs pour avoir des brousoufs. Cette ambiguïté est toujours un petit peu... Ouais, en tant qu'Européen, on ne comprend pas toujours. Hein. Non, c'est très bizarre. Ouais. Bon, en même temps, voilà, on va pas... Voilà, il y a des raisons fiscales aussi, hein, souvent, aux dons qu'on fait, etc. Il ne faut pas se leurrer. Ceci étant dit, un dollar ou un euro est un euro, et c'est toujours le bienvenu quand ça va dans les bonnes choses, entre guillemets, mais bon, il ne faut pas non plus se laisser aveugler quelque part par l'effet d'annonce, quoi. Non, alors après, je ne sais pas ce dont est capable la camionnette, mais quand tu lis le truc, je me dis, il n'est pas que philanthrope. Je ne sais pas si ces camionnettes sont autonomes ou peuvent être autonomes à court terme ou à moyen terme, moyennant un petit upgrade. Si c'est le cas, effectivement, tu peux te dire que directement Amazon peut se dire qu'à moyen terme, ils vont se permettre de réduire leurs frais de transport, parce que là aussi, un jour, on va arriver à payer le vrai coût du transport, parce que c'est impossible de dire, j'achète quelque chose aujourd'hui en Belgique, juste, je sais pas moi, un écrou ou un truc, et c'est livré le lendemain chez moi. Le mec, il a roulé 10 heures pour m'amener un petit paquet. Ça peut pas être viable écologiquement comme ça à long terme. Donc, oui, et puis il faut voir au niveau logistique ce que ça va induire aussi. Voilà, une camionnette autonome ne dort pas. Non, c'est ça. Mais on sait aussi que Amazon, c'est certes un magasin en ligne, mais c'est surtout une société qui fait justement attention et qui fait de la logistique à un assez haut niveau. Hein. Il faut le reconnaître. Donc, alors que humainement, ils sont plutôt proches du tyran qu'autre chose. Hein. Oui, donc voilà. Il faut voir ce que tout ça cache. Oui.
Oui, je clôture sur mon article en disant un petit truc, un petit teasing. C'est j'ai expérimenté certains trucs. Je termine les expérimentations sur comment nos amis chinois, parce qu'il y a plein de Chinois qui vendent sur Amazon. Alors, comment les Chinois réussissent à optimiser la manière dont ils vendent sur Amazon en France et ailleurs. Et je vous assure qu'il y a des trucs qui sont quand même assez hallucinants. On en reparlera dans la prochaine petite visite dans 2 semaines. Et ce sera un article juste des techno. Ouh, ben voilà, c'est bien noté. Donc, notez ça dans vos tablettes, les gens. Parce qu'il va, voilà, il va se passer des trucs de ce côté-là. On peut passer à la suite? On passe à la suite? On passe à la suite. La lettre D, D comme data ou comme données, c'est comme vous voulez. C'est quand même assez risqué, paraît-il, de stocker nos données sur le cloud US, ce qui est souvent le cas. Hein. Le cloud n'est pas que américain, mais souvent les services dont on se sert le plus couramment sont localisés aux États-Unis. C'est Edward Snowden qui nous met en garde contre ce risque éventuel de perdre nos données quelque part. C'est ça l'idée. C'est l'idée, et donc il remet ça en avant, c'est pas qu'il ne l'ait pas déjà dit, mais en même temps, Edward Snowden vient de sortir un ouvrage, Mémoire vive, il fait un petit peu de promo, et du coup il ressort quelques trucs pour dire attention, il faut faire attention, faire attention, c'est le cas de le dire, ouais. à ce point en particulier. Sur le stockage, il y a le Cloud Act qui a été voté en 2018 aux États-Unis. Ce Cloud Act, ça veut dire quoi? Si effectivement, pour ceux qui nous regardent, il y a quelques points en dessous de l'article qui sont intéressants, c'est au niveau des sociétés qui ont déjà appliqué le truc. Oui. Alors en fait, je vous explique. Historiquement, les États-Unis, ils se donnent le droit d'aller regarder dans vos datas s'ils en ont envie, parce que c'est hébergé aux États-Unis. Là, quelle que soit la société, vous avez envoyé un truc, ils ont besoin parce qu'ils estiment qu'il y a problème de concurrence ou même juste, ils ont juste envie, ils peuvent aller regarder. C'est facile, de toute façon, vous êtes des étrangers, vous n'avez pas de droit. Donc ça, c'est le premier point. Hein. Et en fait, le Cloud Act, ils ont rajouté un truc qui est assez inquiétant, c'est qu'ils se donnent le droit d'aller regarder vos fichiers s'ils ne sont pas hébergés aux États-Unis. Donc, à partir du moment où vous travaillez avec une société américaine, même si les données sont en Europe, en Chine ou ailleurs, mais nous, on va s'intéresser à l'Europe. Si vos données sont hébergées en Europe, que c'est sur un Microsoft, un AWS, n'importe quel, ou un Google Cloud, eh bien, ils peuvent déterminer qu'ils veulent regarder vos datas, et les sociétés américaines n'ont pas le droit de refuser. D'accord. Donc voilà, ils peuvent, c'est ça ou la prison. Alors, est-ce que ça a déjà été appliqué? Oui, sur Amazon, il y a déjà un peu moins de 500 cas qui ont été recensés en 2018, dont 64 pour des résidents hors États-Unis. On ne parle pas d'un truc massif, mais en tout cas dans ce qui est connu, mais quand même déjà des cas. Et sur Azure, là on est quand même sur plus de 4000 cas avec plus de 100 personnes ou sociétés en dehors des États-Unis. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils recherchaient, on ne le saura pas directement. Mais voilà, si c'est une société américaine, où qu'elle soit, vous l'avez dans l'os. C'est ce que voulait dire Snowden. Oui, et il est grand temps qu'on s'active un petit peu par chez nous, hein, pour mettre en place des structures, pour équilibrer un peu le marché, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, ici en Europe, on a mis le RGPD en place en disant, il faut mettre vos données en Europe, comme ça c'est sécure. Et les États-Unis se disent, non, en Europe, on s'en fout, on va quand même regarder. Donc, il y a un truc qui cloche. Ça coince un petit peu de ce côté-là, parce que je me rappelle, moi, l'histoire, oui, effectivement, avec Amazon Web Service et leur serveur en Irlande, c'est pour rassurer tout le monde en Europe. Oui, tout à fait. Donc, si effectivement, du coup, simplement, non, c'est une entreprise américaine, donc on fait ce qu'on veut, c'est un peu embêtant. Je me fais agresser, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par une petite mouche agaçante au possible. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Je veux m'épouser, peut-être, je ne sais pas. On fait le podcast à 4. Mais voilà, on fait le podcast à 4. Heureusement, elle ne fait pas de bruit. mais elle est un petit peu... Elle a marqué un goal il y a 2 minutes, là, non? Oui, je pense. En effet. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, les jours de match. On a fait le tour de cette question, mais en même temps, il faut rester vigilant. Hein. C'est pas parce que, voilà, il fait la promo de son bouquin, Edouard, mais c'est pas une raison pour passer à côté. Il dit pas que des bêtises non plus, on imagine. Hein. Soyons clairs. Allez, hop.
G, la lettre G comme Google. Alors ça c'est toujours un vieux débat hein, avec Google, l'histoire des droits, des ayants droit etc. Sur l'actualité. Je vais y arriver. Hein, cette mouche m'a perturbé. Qui nous en parle il va être beaucoup plus précis que moi. C'est encore toi décidément. Il n'arrête pas ce garçon. Donc il y a toujours cette histoire de droit par rapport à la presse, etc. qui rentre en ligne de compte. On a connu ça en Belgique à un moment donné. Ça s'est étendu à d'autres pays. L'Espagne, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années déjà. Et là, ça revient sur l'avant-scène, si je puis dire. Ça revient sur l'avant-scène parce qu'effectivement, il y a une directive européenne qui arrive et qui réglemente toute la manière dont les sociétés de médias doivent être rémunérées sur la base de leur contenu. Donc, à partir du moment où on est juste sur quelques mots ou un short extract, ça peut passer. À partir du moment où on dépasse ça ou qu'on utilise une image, eh bien, un site comme Google News est censé rémunérer le média qui est à l'origine de la news. Alors, Google, évidemment, pas d'accord, parce qu'il dit, bah oui, mais non, nous, on ne gagne rien sur Google News, on gagne de l'argent sur le fait qu'on mette de la publicité, que les gens cliquent dessus, donc on ne va pas me rémunérer qu'on clique sur l'article, là, on ne gagne rien. Oui. Et de côté, ils disent, oui, mais tu gagnes parce qu'on clique dessus, parce qu'il y a des choses en dessous. Et donc là, il y a tout un débat sur ce point, hein, parce qu'évidemment Google n'a pas envie de payer du tout, et ils ont fait comme en France, comme ils ont fait en Espagne. Eh bien c'est simple, en Espagne, quand à partir du moment où la loi est arrivée, ils ont dit il n'y a plus. Ouais. Donc on enlève le service, tant pis pour vous. Donc la France, ce sera probablement un peu moins radical pour le moment. Oui, c'est ça. Mais ils ont déréférencé tous les médias. Et ils disent aux médias, si vous voulez y être, ben vous avez qu'à mettre un petit header dans vos pages HTML et grâce à ça, vous reviendrez chez nous, sinon, salut, on ne paiera pas pour toi, tu dégages. Et si je dis pas de bêtises, l'éditeur d'information du site peut même choisir quel type d'information, quel volume, on va dire, d'information peut être exploité. La taille des images maximale. C'est ça, ouais. Donc, bon, alors après, c'est un peu difficile hein, comme débat, parce que tu as besoin de Google News pour pouvoir, ou d'autres acteurs du genre pour agréger, pour pouvoir présenter les news aux citoyens. C'est difficile aujourd'hui avec la pléthore de médias d'aller sur chaque tous les matins, et leurs algorithmes sont quand même exceptionnels que pour pouvoir te dire cet article t'intéresse et pas le truc de foot parce que t'aimes pas le foot. Donc voilà, et après il faut rester assez réaliste et leur donner quand même un minimum pour vivre, pour pouvoir proposer le service. Voilà, ici ni la France ni l'Europe ne comptent se laisser faire, donc ça sera certainement un bras de fer. Bras de fer qui, ça veut pas dire que s'il y en a un, Google va le perdre, parce qu'il y avait une autre news, je fais en une ligne, qui était cette semaine où Google a refusé de référencer toute une série d'articles en France de nouveau. Et donc là, la France a attaqué Google en justice pour dire droit à l'oubli, tu dois supprimer ces liens même en dehors de l'Europe. La Cour constitutionnelle en France a dit oui, c'est le cas, ils doivent le faire. Google a toujours dit non, je le ferai toujours pas, on va à l'instance au-dessus, l'européenne. Et à l'Europe, on a dit non, la France, vous l'avez dans l'os, Google peut laisser les articles en dehors de l'Europe. La réglementation est uniquement européenne, vous n'avez pas le droit d'en faire une réglementation mondiale. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est perdu pour Google, mais c'est un bras de fer qu'ils vont faire sans hésiter à coût de millions d'euros d'avocats. Comme toujours dans ces cas-là, effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu un marché, c'est un peu particulier toujours. Hein. C'est clair que ce contenu attire l'œil et donc amène les gens à cliquer sur de la publicité. Donc c'est un peu hypocrite de dire que non, qu'on peut faire sans. Désolé, non, si on le fait, c'est que ça sert à quelque chose. C'est toujours un peu ambigu et il faut trouver un accord valable pour toutes les parties, quoi. C'est ça, il n'y a que ça. Et pour Google, c'est zéro, on paye pas. Oui, c'est ça. Donc c'est un petit peu la marge de négociation est très très faible. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils peuvent payer 2 fois plus. C'est ça, vous pouvez payer 2 fois. Non, on va quand même aller jusque-là, mais quand même, voilà. On va bien voir ce qui va se passer. Oui, ça je ne pensais pas l'annoncer un jour, mais H comme hémorroïde.
Ce sont des choses qui arrivent, que voulez-vous. Arrêtez donc d'utiliser votre smartphone aux toilettes. C'est ce qu'on apprend dans la presse cette semaine. C'est qui encore qui nous a amené ça? Pour une fois, c'est pas Sébastien. Ok, ça va, c'est Bruno. Bruno, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hémorroïdes? Non, je l'ai fait exprès pour que tu dises le mot hémorroïde dans la chronique. Il s'agissait que de ça. Non, effectivement. Il y a un article médical qui selon une longue étude du docteur Sarah Jarvis, interrogée par le Sun, qui prouve que utiliser son smartphone aux toilettes va prolonger la durée qu'on passe aux toilettes, et donc dans une position pas très favorable, et donc va favoriser les hémorroïdes et le développement de bactéries, etc. Bon, je pense que c'est tout à fait logique, mais là c'est prouvé apparemment scientifiquement que c'est le cas. Après, oui, il y a des gens qui critiquent ce genre d'études, disant que oui, mais cette position-là, je l'adopte aussi à d'autres endroits pour jouer, etc., pour passer mon temps sur mon smartphone. Oui. C'est vrai. Oui, mais généralement, je baisse pas mon pantalon quand je suis dans le métro. Bah moi, en tout cas. Donc, je sais pas. Donc c'est assez fondé comme étude, je pense. Donc effectivement, le moins de temps on passe sur son smartphone. Après, avant, il y avait les BD, donc on lisait des BD, mais ils étaient plus courts que les BD. Donc voilà, le smartphone permet de passer des heures et des heures dans les toilettes. Oui, dans une position qui semblerait inadéquate, et donc voilà le résultat. Il faut éviter ça. Donc voilà, on aura parlé d'hémorroïdes dans les technos. Voilà, c'est déjà un truc. Sébastien voulait peut-être rajouter ou retirer. Oui, c'est une blague à la con, mais je veux juste dire que pour une fois, on fait un sujet assez profond. Mais qu'il est drôle. Allez. La lettre M, comme mensonge, ils sont tout fiers d'eux, hein, écoutez-les glousser dans leur barbe, tous les deux. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mensonge. On va parler de tromperie et de Tinder. Encore dans un truc un peu ambigu, à mon avis. C'est qui nous parle de ça? C'est qui? C'est moi. Ça aurait pu Bruno, mais ça aurait pu, oui. C'est ça. Non. Donc on parle du site Match.com, si je dis pas de bêtises, qui est la propriété de Tinder et qui a été épinglé pour avoir trompé ses utilisateurs américains. Je vais y arriver. Oui, c'est ça. Et en fait, donc, ça part d'échanges de courriers internes que la FTC a récupéré. La FTC, c'est la Federal Trade Commission, c'est ça, je dis pas de bêtises. C'est ce qui régit la loi américaine du commerce. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, ils ont donc constaté que, alors, 499 691, on saurait quand même pu dire 500 000, on n'est pas pour les quelques abonnements qui restent, quoi, tu vois. Ouais. Mais donc, 500 000 abonnements ont été pris dans les 24 heures suivant la réception d'un message où quelqu'un a aimé ton profil. Et ça, en 2 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que reproche la FTC? C'est que la plupart de ces messages, c'était pas par des profils réels, mais que c'était par des bots, des faux profils, du spam, de l'arnaque et des trucs en tout genre. Et donc, ils estiment que la Tinder, via donc, son site Match.com, ont trompé les utilisateurs en laissant ces bots fonctionner, en laissant ces bots accéder à tous ces profils, et qui a créé plus de 500 000 abonnements dans lesquels ils sont foutus plein d'argent dans les poches. Voilà. Je pense que c'est tous ceux qui ont un jour essayé, ouvert ou quoi que ce soit, ou parlé avec des copains de sites de rencontres quelconques, ils savent que les nombres de bots est souvent beaucoup plus important que le nombre de personnes physiques. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ces sociétés, comme à l'instar de Google, qui vont mettre tous les efforts pour tuer les bots à la seconde, leurs efforts sont beaucoup plus modérés, inévitablement. Donc, voilà, je pense qu'il n'est pas improbable que le FTC ait raison ici sur son action, mais le futur nous le dira. Ouais. Bon, voilà, ça pose effectivement toute la question de ces services, ces sites, soi-disant de services, basiquement même Facebook, hein, j'ai envie de dire, à quoi, à un moment donné, ça tient, et finalement, ça se sert un petit peu de l'être humain,
pour s'enrichir, Pour faire si du on l'avait pognon. bien compris, pour faire du pognon, et en même temps de le faire interagir avec des choses qui n'existent pas, juste pour faire de la mousse, et voilà, ce n'est... Oui, c'est de la mousse. Ouais. Et tu sais qu'ici, les gars de Match, ils ont tenté une transaction à l'amiable en disant on va vous payer quelques brousoufs pour étouffer l'histoire. Comme ça, on a réglé le différend en justice, sans passer en justice. La FTC les a envoyés dans les cordes en disant non, on va aller juste en justice et on va demander probablement beaucoup plus. Ouais. Et la somme, c'est quand même déjà 60 millions de dollars. Donc, on monte. Hein. Oui, mais je pense qu'ils les ont. Hein, Oui, clairement. sans trop de difficultés. Ça aussi, ça pose la question de la hauteur de l'amende par rapport au chiffre d'affaires de ces entreprises qui, à un moment donné, ça devient presque risible, quoi. Il fallait quand même l'oser d'appeler son site Match, hein, quand on sait que Facebook, l'origine de Facebook, c'était Face Match. C'est un petit peu particulier, quand même. Mais je ne sais pas s'ils sont pas antérieurs à Facebook, hein, parce que les trucs... à Facebook peut-être, mais à Face Match, ça ne fait pas. Ah oui. Ouais. Possible, faut regarder. Mais les sites de rencontres sont assez vieux, hein, sur la toile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette mouche commence à faire beaucoup de bruit. je pense que c'est chez moi que j'entends du bruit. Ça commence à devenir inquiétant. Cette mouche est en fait derrière le fond noir qui est derrière moi, est en train de grandir. Si je disparais, je sais pas ce qu'il faut faire, clôturer l'épisode proprement. C'est ça que j'ai envie de dire. On en a fini avec ce sujet, peut-être, concernant ce gros mensonge. N, la lettre N comme navigateur. On vous a dit et répété qu'il fallait plus utiliser Internet Explorer, bon Dieu de bon sang. C'est qui en parle? C'est Bruno, je pense. Oui. Pour une fois, c'est moi qui tape sur les gens. Bon, j'aime bien, je dis n'allez pas aux toilettes. Là, je dis n'utilisez plus ce fichu Internet Explorer. Ouais. Figurez-vous qu'il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent. Oui. C'est quand même un navigateur qui est mort depuis des années, voire même 10 ans, on dira. Déjà, il y a 10 ans, on disait arrêtez d'utiliser Internet Explorer. S'il vous plaît, nous, petits programmeurs, petits développeurs de sites, s'il vous plaît, n'utilisez pas ce navigateur désuet. Mais là, c'est un problème de sécurité que Microsoft soulève. Donc, ils disent oui, attention, Internet Explorer, il y a un souci, n'utilisez plus, hein, c'est pas très sécure, c'est pas très bon. Donc, si eux-mêmes le disent, ils disent oui, il y a des failles de sécurité qui ne seront pas corrigées, et oui, elles sont utilisées. Oui. Donc, voilà. Si vous êtes vous-même fautif si vous continuez à utiliser, suivant quelques statistiques, il y a quand même jusqu'à parfois autant d'utilisateurs d'Internet Explorer que de Firefox. Ça, c'est pas pour faire plaisir à Sébastien. Donc, ça va de 5 à 10, voire 12% des internautes qui visitent certains sites qui utilisent encore Internet Explorer. Donc, imaginez ça. C'est pas mal. Donc, voilà, arrêtez, tout simplement. On ne parle plus d'Internet Explorer. Si Microsoft même le dit, donc ne le faites plus. Utilisez. C'est quand même incroyable. Enfin, je trouve ça un peu léger. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais j'ai entendu un miaou. C'est mon chat. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il est attiré par la mouchette. Oui, c'est ça. Je me demande si le bruit c'est pas chez toi finalement. Mais je trouve ça quand même un peu léger. Ces entreprises qui mettent sur le marché d'abord et vivent bien de certaines applications, etc. Et puis à un moment donné, s'en lavent les mains quelque part. Alors, c'est pas faute d'avoir prévenu les gens, je suis bien d'accord. Mais à un moment donné, il faut quand même, je sais pas, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais qui piratent leur truc, entre guillemets. Moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. L'utilisateur a souvent une bonne part de responsabilité. Quand tu vois, nous, dans notre business, on trouve encore beaucoup de gens qui utilisent du Windows XP. Oui. Je suis désolé, ça fait des années que c'est mort, et tout ça, ils disent, mais la machine, elle démarre, elle va bien. Oui, d'accord, mais voilà, à un moment, il faut arrêter, quoi. Faut couper la corde. Tu peux pas demander à une société de faire le support 15 ans ou 20 ans après la sortie. Oui, il faut arrêter de déconner. Je pense que plus le temps va passer, plus on va avoir des cas comme ça, parce que finalement, Internet c'est relativement jeune. Je dis relativement, hein, ces applications sont relativement, j'y mets aussi des guillemets, jeunes, et donc forcément, on va avoir de plus en plus comme ça de vieilles applications, de vieilles choses qu'on trouvait super il y a 10 ans, et qui, à un moment donné, sont obsolètes, et dont il faut se séparer, et c'est là que ça devient un petit peu compliqué, quoi.
Oui, ça a souvent resté au niveau entreprise parce que les développeurs de ces entreprises ont créé des sites qui sont spécifiques pour Internet Explorer parce qu'il y avait quelques fonctions à l'époque qui n'étaient pas ailleurs. Mhm. Et voilà, c'est devenu le standard de facto en certaines entreprises qui explique probablement les 5%. Je suis sûr que si on fait le découpage après dans les 5% de la partie consommateur et entreprise, il doit y avoir une grosse majorité au niveau entreprise. Parce que voilà, le standard a été dit, et Tout à pendant fait. des années, on va pas changer de truc. Oui. C'est ça que tu utilises, point. Ouais. Donc, Oui, oui, t'as raison, c'est surtout, enfin, oui, il y a bon nombre d'entreprises qui restent bloquées sur une technologie et se disent ça fonctionne très bien comme ça, on ne s'en occupe plus, oui, quoi. c'est des investissements, on ne va pas faire l'investissement pour. Ouais. Et puis il y a aussi le fait qu'il faut se renseigner pour savoir si la nouveauté, ce qui le remplace, est totalement fiable et rentre dans les cases. Voilà, c'est aussi ça, ça prend aussi du temps, je veux dire, de suivre ces produits. Non, c'est vrai. Oui, Ou bon, parfois, c'est simplement une méconnaissance. Hein. Ouais. Pardon, Bruno. Il y a quelques années, je travaillais j'avais fait de la consultance pour une société en Belgique, on s'en fout, mais et un des gars qui utilisait le site web, qui lui travaillait pour IBM. Mhm. Et on était déjà à Internet Explorer 9, hein, donc faut voir le truc. Donc, ça faisait quelques années. Et lui il me dit, ouais, le site, tel truc, il marche pas bien sur Internet Explorer 6. Je dis, oui, mais le truc, ton navigateur, je suis désolé, il représente quelques pourcents et il a des années, donc faut que tu mettes à jour. Il est vieux. Et là, la réponse, le gars avait une soixantaine d'années, il regarde, il dit, il est pas vieux, IBM vient de nous l'installer comme nouveauté sur toutes nos machines. Donc, tu vois, et là, il faut un certain temps, il faudra encore probablement 10 ans avant qu'on s'en sépare. Ok. Et alors, Oui. il y a peut-être aussi des bots, hein, parce que dans les 5%, il faut voir ce qui est Oui, c'est réel, ça. Il ce qui faut est voir bot. s'il y a encore Oui, des vraies machines qui fonctionnent derrière. Ça, c'est encore une autre question. C'est pas tout à fait faux. Puis, il y a aussi ceux qui l'ont encore sur la machine, mais qui ne l'utilisent plus, Oui. qui ont installé Chrome par-dessus, et puis voilà, quoi. Et justement, Microsoft a aussi prévenu que rien que le fait de l'avoir installé sur sa machine cause un problème de sécurité. De sécurité, J'ai mon oui. chat qui monte sur mon écran en ce moment. Ouais. Moi, j'ai mon voisin du dessus qui me monte sur la tête pour l'instant, donc Oh là là, c'est incroyable. c'est l'épisode de tous les dangers, des mouches, des chats, des voisins bruyants, et voilà. Il y a que chez Sébastien, pour une fois, que tout va bien. Jusqu'ici, c'est zen. Jusque là, c'est zen, donc voilà. On passe à la suite. PlayPass, c'est le nom que Google a donné à son service qui va s'opposer, on peut dire ça, ou en tout cas rentrer en concurrence avec le service, le nouveau service d'Apple, tout frais, qui a été annoncé il y a quoi, il y a 2 semaines maintenant, c'est ça l'idée, hein, c'est qui nous en parle? C'est moi. Il y a une semaine, hein, que Apple a lancé son service Apple Arcade pour un tarif de presque $5, 4,99 € par mois. Et Google Play Pass a exactement lancé un service similaire au même tarif, $4,99 par mois, mais pas seulement pour les jeux, mais aussi pour les applications. Donc ça, c'est la petite chose qui change. Donc vous vous abonnez à un service et vous avez accès à plus de 300 applications et jeux, 350 jeux, pardon, et applications, effectivement, sans publicité, sans achat intégré. Donc tout ça, donc un peu dans la même optique. Par contre, c'est pas des applications spécifiques dédiées à PlayPass. Elles sont disponibles sous forme avec publicité ou payante en dehors de cet abonnement, contrairement aux jeux disponibles dans Apple Arcade. Mais ça va complètement concurrencer, c'est vraiment la même idée d'avoir un abonnement, de fidéliser les clients pour avoir une rentrée d'argent régulière, hein, c'est ça. Puis $5 tous les mois, on ne le voit pas passer et même si on n'utilise pas beaucoup, Oui. on va les payer, hein, une fois qu'on est abonné. Donc, on a droit à quelques semaines, 2 semaines d'abonnement test, et Apple donnait un mois d'abonnement test. Voilà, après, oui, c'est $5. Ça n'est pas encore disponible en Europe, bien entendu, mais ça sera bientôt aussi. Donc, c'est une bonne chose pour les gens, pour les casual gamers, pour les gens qui veulent avoir accès à différentes applications. Il faut voir les applications qu'il y aura effectivement dans le package. Après, plus de 350 applications et jeux, c'est déjà pas mal pour finalement $5.
le prix d'un café au Starbucks. On avait déjà évoqué cette idée, hein, cette arrivée avec, je pense que c'était avec Xavier il y a quelques semaines, ou avec toi, Sébastien. On n'avait pas toutes ces précisions à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, et donc ça valait la peine de revenir peut-être dessus. Et oui, c'est ça. Une fois de plus, $5 en plus. Ça fait 5 beaucoup, en hein, plus, c'est parce que on dit oh mais ce n'est que $5 ou ce n'est que $9,50 ou etc. Mais ça s'additionne, hein. C'est pas le plus bas prix qui l'emporte. Donc à un moment donné, je pense que les gens vont aussi commencer à calculer et vont calculer leur temps d'écran et ce qu'ils ont comme argent. Et là où ça va être le meilleur rapport volume, qualité, prix, si je puis dire. Je suis pas sûr que tout le monde soit gagnant dans la bagarre, quoi. Hein, soyons clairs. Je sais pas si du coup Sébastien avait un truc à rajouter, puisque voilà, avec un peu de recul. Non, mais ils savent. J'avais lu un autre article, pas sur un site luxembourgeois comme ici, c'est l'essentiel.lu, oui. Qui annonçait que comme Google effectivement savait que son offre était beaucoup plus réduite que ce que propose Apple pour commencer, et le tarif de base allait être plutôt 1,99 que 4,99. Donc voilà. Après, je dis sur le fond, je vais dire comme Bruno, $5 par mois, tu gagnes bien ta vie. En plus, c'est un abonnement familial, hein, donc tu peux le partager avec plusieurs de ta famille. Bon, admettons, mais après, quand tu regardes finalement, je suis penché, le nombre d'applications que j'ai achetées ces derniers mois, en fait, il n'y en a pas. Donc je les ai choisis une fois, et à part peut-être une ou deux par an, qui coûtent que 2 ou 3 dollars, 2 ou 3 euros, il n'y en a pas. Donc, si tu joues pas, je ne sais pas s'il y a un intérêt réel pour ce genre d'abonnement. Oui, c'est vraiment pour les joueurs, hein, les casual gamers. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, peut-être que l'argent qu'il dépensera dans ce service-là, il ne le dépense pas comme d'autres, dans de la musique ou un autre service, quoi. Ouais. Mais et là, par contre, je suis étonné, c'est que Google, ne font pas au niveau vidéo, alors qu'ils ont tout un catalogue, donc Google Play Vidéo. Ils font pas un abonnement illimité comme le fait Netflix, alors qu'ils l'ont fait sur la musique, ils le font sur les applications. Ça aurait été 100 fois plus logique de le faire sur les livres, ou comme le propose Amazon, ou sur la vidéo. Mais là, ça n'a pas l'air de bouger, je comprends pas. Quelque part, je vais un peu dans ton sens, mais d'y joindre peut-être YouTube Premium dans l'offre, éventuellement, tu vois, enfin trouver un espèce de compromis global, peut-être. En tout cas, si sur leurs $5 c'est distribué, c'était la question que j'avais posée la dernière fois, et là c'est toujours pas expliqué comment ils font. Si ce n'est qu'à l'usage de l'application que tu payes, qui rémunère l'utilisateur, le développeur final, les $5, ils risquent surtout de garder beaucoup pour eux. Hein. Oui, parce que le nombre de comportements qu'il peut y avoir, Google va se faire, et Apple, un max de pouces de feu. Oui, mais ça c'est clair, que ce soit Apple ou Google. Mais je pense que dans le domaine, Google, ils ont un petit peu l'habitude déjà, justement avec YouTube, de prendre essentiellement de l'argent en échange d'un service, certes, mais voilà, il y a toujours une question d'équilibre là aussi, de balance. C'est pas toujours évident de bien les comprendre, de bien voir, de bien discerner le bon du mauvais, et voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Je suis très très perturbé par les bruits qui se passent au-dessus de ma tête, c'est très perturbant. Donc j'espère qu'il déménage vraiment pour le coup, parce que là j'ai un peu plus. S comme sécurité, j'ai perdu ma conduite du coup, elle est où? Elle est là. On va parler de sécurité et de sécurité médicale, puisqu'il s'agit de données médicales qui sont sur la toile en libre service. Une fois de plus, chouette, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et c'est une boîte de sécurité qui fait une petite analyse et qui sort un rapport qui a été repris sur quelques sites, et ça me fait réagir quand même, parce que on voit que même à l'heure d'aujourd'hui, avec GDPR et toute une série de sanctions à la clé, même si les autorités suivant les pays sont encore assez clémentes, les sociétés ne font pas attention, alors que le médical est pourtant classé dans le top du top des données sensibles. Hein. Voilà, en Belgique, en tout cas, par exemple, des données médicales ne sont accessibles que par un médecin. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'un développeur va accéder, ou un autre, non, ça doit être le médecin. C'est ça. Donc il y a toute une série de règles qui sont quand même assez strictes. Et alors il se fait que la plupart du temps, les imageries et tout ce qui est publié ou partagé avec j'allais dire le consommateur, mais le patient,
Ça utilise un protocole spécifique médical, enfin quasi spécifique médical, le protocole DICOM. Et donc la boîte de sécurité, ils ne sont pas cassés la tête. Ils ont été sur un site, parce qu'il en existe quelques-uns sur la toile, qui référencent tout ce qu'ils ont trouvé, et ils font des scans massifs de tout ce qui existe sur la toile. Donc ils scannent toutes les IP, ils détectent le matériel, etc. Et ils ont une belle base de données. Donc si tu sais qu'il y a une faille sur une webcam spécifique, par exemple, eh bien tu mets le nom de la webcam et il va te donner toutes les IP sur lesquelles tu peux aller t'amuser. Donc voilà, c'est très intéressant pour le pirate en herbe. Ils ont simplement été sur cette base de données, ils ont cherché tous les systèmes qui utilisaient ce protocole spécifique, donc Giséo-médical, et ils sont tombés sur 2300 systèmes. Dans les 2300, il y en a 590 où en fait c'était open bar. Tu te connectes, tu vas chercher tout ce que tu veux sans problème. Ça faisait quand même pas loin de 24 millions d'enregistrements de patients dans 52 pays. 700 et des millions d'images médicales. Donc voilà, si tu veux voir la radio de poumon de ton voisin, fais-toi plaisir, hein, c'est dispo libre service. C'est incroyable. Et c'est pas au bout du monde, c'est chez nous. En France, ils en ont trouvé 7, avec plus de 2 600 000 images de 47 000 patients. Donc, si vous voulez avoir accès à vos radios ou à vos images médicales, c'est facile, c'est sur Internet. C'est incroyable. Merci. Là, quand il s'agit de parler de légèreté, sur le coup, là, c'est quand même magnifique, quoi. Et c'est pas rassurant. Et en même temps, ça donne de l'eau au moulin de ceux qui sont détracteurs de tout ce qui est avancée technologique de ce type, en disant, vous voyez, ça fonctionne pas, ça fonctionne mal, ou c'est dangereux, etc. C'est juste dramatique, si je puis dire. Non ? Oui, voilà. Ça l'est. Ça l'est. Donc, difficile de rajouter quoi que ce soit, mais c'est compliqué. C'est clair que c'est des choses qu'il n'arrivait pas avant. Je ne vais pas jouer au Yukon pour le coup, même si ton médecin pouvait se faire cambrioler, etc. Ouais. Mais c'était quand même à moins grande échelle, on va dire. Ce type il fallait aller fouiller dans sa poubelle. Quoi. Oui, il fallait bien chercher, quoi. Voilà. Ouais. Ici, c'est gratuit, je vous en prie, servez-vous. Allez-y, sympa. On passe à la suite. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de smartphone. Est-ce comme smartphone, c'est Xiaomi qui se lance dans le smartphone recto verso. Donc voilà, pareil devant derrière. C'est ça, hein, l'idée. Si je dis pas de bêtises, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc afficher des jolies images. Hein. Apparemment, là, tu vois, il te met des jolies images qui font tout le tour de ton smartphone. C'est joli parce que c'est des bords arrondis. Ouais. Et donc, comme c'est un bord arrondi, effectivement, ça recouvre bien tout. Mais ce n'est pas la pochette de la protection de ton smartphone, c'est ton smartphone. D'ailleurs, vu que c'est recto verso, ça va être très intéressant de créer des covers pour protéger ce genre de téléphone. Hein. Je suis curieux de voir les gars. À part du transparent, ça va pas être facile de faire autre chose. Et donc, oui, ils viennent d'annoncer le truc. Alors, on ne s'attend pas à une utilisation à grande échelle. Vous comprendrez pourquoi après. Alors, c'est très drôle. Donc, c'est une dalle OLED qui fait l'avant et l'arrière du smartphone, comme vous l'avez certainement compris. Aussi les côtés en arrondi. Et ils ont un ratio d'écran de 180,6%. Donc, ils ont réussi à dépasser les 100% de l'écran. Voilà, ça, c'est le chiffre qui est comique. Le truc est assez joli. Je ne comprends pas encore totalement. Alors, l'utilité, ils disent, voir les horaires de son train. Ça, c'est l'article de 01net. Ils disent appeler à faire des appels, voir les horaires avoir des infos de son vol, de son train. Je vois pas trop pourquoi ce serait derrière l'écran, parce que c'est moins pratique. Je préfère l'avoir devant. Le seul usage réel que je vois et qui est relevé, c'est faire des selfies. C'est vrai que le mec qui fait des selfies aujourd'hui, il utilise toujours la caméra frontale qui souvent est assez moisie par rapport à celle, on s'entend de l'autre côté. Et ici, tu pourrais très bien faire un selfie avec le capteur de haute résolution du smartphone. Et là, oui, tu pourrais réellement te voir. Ça leur aurait coûté moins cher de mettre un miroir. Mais voilà, là tu pourras faire ce que tu veux sur le smartphone. Alors ce qui est deux points pour terminer, je trouve quand même l'innovation intéressante, hein, parce que c'est quand même assez unique ce qu'ils vont faire là. Et comme l'écran fait tout le tour du téléphone, il n'y a plus de place pour des boutons, donc ils vont faire les boutons sur le côté avec un retour haptique
quand tu appuies dessus. Donc il s'amuse quand même assez bien. Le truc est quand même embarque à l'appareil photo qui a été annoncé en août par Samsung, un 108 mégapixels. Donc on est reparti dans la course des mégapixels. Oui, c'est ça. Imaginez, donc on fait des photos de 12 000 x 9 000 pixels. C'est hallucinant. Je ne sais pas ce qu'il nous faudra pour réussir à afficher ces photos. Et alors après, accrochez-vous le prix. Hein, c'est là que vous voyez tout de suite, je vous le disais, c'est pas pour tout le monde, on aura très peu, c'est clair. Surtout que c'est pas une marque qui a l'habitude de faire péter les prix. Non. On est à 2500 boules. 2500 boules le téléphone. Est-ce que j'ai envie de vous dire qu'on peut remonter à une autre news de quelques instants, juste pour vous dire qu'il n'y a pas que la position assise aux toilettes qui peut poser problème aux hémorroïdes à un moment donné, et que c'est l'usage que l'on fait du smartphone qui peut aussi poser des problèmes en son séant, si je puis dire, tout en restant poli évidemment, hein, parce que franchement là, excuse-moi, mais non. 2500 boules. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, arrêtez de déconner tout de suite, un minimum, quoi. Je veux dire, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas utile. Ça ne sert à rien, même. Pour un selfie, tu vois. Oui, c'est ça. Et pour avoir des traces de doigts sur son écran. Si je comprends bien. Voilà. J'ai pas de mots. À un moment donné. C'est joli. Hein, sinon, sur le truc, c'est joli. Hein. Mais oui, mais enfin, bon. Joli. Voilà, faites je sais pas, une maquette du truc pour dire, voilà, regardez, c'est un joli truc, on a fait une jolie maquette, etc. Mais n'essayez pas de vendre ça à 2500 €. Enfin, il faut arrêter tout de suite de pas. Il y a des gens qui vont l'acheter. Hein. Oui, mais alors là, j'espère que ce sera pas un de nos auditeurs, hein, parce que franchement, je serais pas fier. Soyons clairs. La lettre S comme social. Alors, encore une carte rouge. On reste encore dans le foot un petit peu. Carte rouge pour Uber. Qui en parle? C'est Seb encore. Seb, il n'arrête pas aujourd'hui, Sébastien. Ouais. Oui, et puis, je sais pas, c'est la rentrée. Et puis, il y a quelques trucs qui m'ont fait réagir. C'est du social. Et puis, ici, ça me scandalise totalement. C'est Uber qui... Alors que de nouveau, pour le moment, toutes les entreprises essayent de dire ce qu'on fait responsable. Uber, il regarde par la fenêtre, il fait un grand bras d'honneur et il dit « et pas nous ». Et on s'en fout. Et c'est un peu... donc, Uber, pour ceux qui débarquent, ça reste le fait de vous transporter du point A au point B, mais en n'utilisant pas les voitures d'Uber, mais des esclaves. Hein, on peut plus ou moins dire ça, hein, des esclaves payés... 2 francs 6 sous. Et donc, inévitablement, comme ces gens ne sont pas screenés, il y a certains de ces taximens, entre guillemets, qui ont des casiers, certains qui ne sont pas tout à fait recommandables, et donc, inévitablement, parfois, malheureusement, des accros, comment dire, des agressions sexuelles, des viols, il y a de tout. Hein. On est vraiment dans le super glauque et l'indéfendable absolu. Et donc Uber reçoit ces plaintes des consommateurs en disant voilà, oui, il y a eu un problème. J'ai pris un taxi et en même temps de prendre le taxi Uber, je me suis fait violer. C'est pas cool, c'est pas ce que j'avais commandé. Oui. Je me moque pas, hein. C'est juste dramatique. Non, je comprends. Et donc ils envoient ça à Uber pour effectivement avoir une sanction contre l'usager, enfin le taximan, je n'ai pas spécialement envie d'appeler ça un taximan, et Uber dit ouais, mais bon, voilà, c'est pas trop grave, portez pas plainte, on va se démerder. Et alors oui, effectivement, Uber se démerde, ils disent au gars, premier avertissement. Et puis donc, une autre passager se plaint, et là, Uber dit gentiment, deuxième avertissement. Et puis il a le droit de violer 3 personnes. À la 4e, il est sanctionné. Mais voilà, donc c'est une étude, j'ai fait un article qui sort du Washington Post de nouveau sur base de dénonciation interne. C'est assez violent quand même de pouvoir dire que le mec il dit ouais non, violer une personne ça va, 2 ça va, 3 ça commence à faire tâche, à 4 on arrête parce que bon voilà. Mais qui prend les décisions si je puis me permettre, c'est quand même incroyable quoi. Ce n'est pas un poisson d'avril. Hein, non, mais j'entends bien, mais moi je trouve ça c'est incroyable que ce soit une personne, un humain, qui prenne ce genre de décision, qui applique ce type de règles quoi. C'est juste pas possible. Il faut peut-être quand même faire attention entre quelqu'un qui dit qu'il a été violé et la preuve.
en justice qu'il y a eu un vrai viol. C'est pour ça que principe de précaution. On n'est pas, oui, on n'est pas là pour faire la police, mais effectivement, du moment qu'il y a un doute, il devrait y avoir une enquête. Mais c'est cette enquête-là judiciaire qui devrait dire que oui, effectivement. Et là, c'est pas les personnes même qui sont dans ces situations-là, ils prennent déjà l'initiative de prévenir Uber, mais ils doivent tout simplement faire une plainte à la police aussi, hein, je veux dire. Oui, ça va de soi aussi. Mais ceci étant dit, moi, s'il m'arrive quelque chose, je parle pas enfin, peu importe, je monte dans un véhicule, transport en commun quelconque, il m'arrive une bricole, certes, oui, je porte plainte à la police éventuellement, mais je m'adresse d'abord au chauffeur, ou en tout cas à la compagnie de taxi, et je fais remonter l'information au fur et à mesure, je ratisse l'arche, évidemment, mais j'attends pas de la part de la société qui m'a transporté qu'elle me dise simplement on va lui donner une petite tape sur les doigts et on verra plus tard. Non, c'est léger quand même. Oui, mais là, le conducteur, on va appeler ça le conducteur, il est quand même clairement identifié parce qu'on fait appel à une personne suivant sa réputation aussi. Donc voilà, les gens sont quand même un petit peu fient au jugement de Uber. Tu peux pas dire que le mec... Ouais, je suis désolé, là, ça va me faire réagir. Même si tu dis qu'il y a des ratings, tu peux pas dire que le mec dit ouais, ok, je l'ai pris, j'étais un peu vaseux ou pas, j'ai pas vu que c'était un violeur, tant pis pour moi. Non, Uber doit réagir. Non, j'ai pas dit ça. Et alors, le pire, parce que tu dis effectivement, il doit y avoir une enquête de police, je suis tout à fait d'accord avec toi. À partir du moment où il y a une plainte, il doit y avoir une enquête. Mais alors, principe de précaution, le mec ne doit plus pouvoir le faire pendant ce temps-là. Et ce qui est encore plus choquant, parce qu'on peut rajouter à charge d'Uber, à partir du moment où il y a une enquête de police, Uber refuse de communiquer les informations. Donc, Uber couvre ses chauffeurs. Ouais. Donc, alors qu'elle devrait aller dans le sens du client. Oui, bien sûr, ils sont là pour défendre leurs clients. Oui, c'est ça. Mais non. C'est quand même très, très... Enfin, c'est d'une légèreté crasse, et en plus de ça, un parti pris... Enfin, de nouveau, là, de nouveau, j'ai pas de mots. c'est tellement... Hémorroïde. Ça... Hémorroïde, voilà. Non, mais c'est juste pas possible, quoi. En sachant qu'on est en plein scandale MeToo aux États-Unis, c'est vrai que ça le fait pas trop. Quoi. Oui, enfin de manière générale, en 2019, quoi, simplement. Voilà. Moi, je connais des gens qui prennent, qui quand ils ont peur de rentrer chez eux le soir, appellent un Uber. Si c'est pas pour se faire agresser, quoi. Voilà, on y va en confiance quelque part, parce que voilà. Non, faites attention quand même. Ben voilà, du coup, c'est là aussi, il faut faire gaffe, quoi. Bon. On passe à la suite, si vous voulez bien. Hein, il est chouette cet épisode. C'est une catastrophe. On est à la lettre W déjà, et donc c'est l'heure du oui mais non, puisqu'on termine ce 226e épisode avec ce oui mais non, parce que oui, c'est un oui mais non, mais c'est une news aussi. Hein. En général, le oui mais non, vous le savez, c'est une news un peu improbable. Là, elle est très probable. C'est Boston Dynamics qui va lâcher la laisse de son petit costaud quand même, hein, robot chien qu'on a énormément vu en vidéo depuis très longtemps, et ça fait un moment qu'ils nous présentent leur robot, qu'on voit des vidéos et qu'on peut pas y avoir accès. Là, manifestement, ça va commencer à être commercialisé, si je comprends bien. Tout à fait, oui, il est déjà commercialisé. Oui, j'ai eu envie de les mettre au oui mais non parce qu'on avait d'autres sujets qui étaient beaucoup plus, qui trouvaient leur place beaucoup plus dans le oui mais non, mais celui-là il était plus léger, donc je voulais terminer sur une note de légèreté. Ouais. Voilà, parce que les autres news étaient un petit peu plus denses, plus profondes, comme Sébastien l'a bien souligné. Oui. Donc effectivement, on a vu ce robot chien, Spot de son nom, dans des laboratoires Boston Dynamics un peu partout, effectivement. C'était une société de Google, d'Alphabet, qui maintenant est aux mains de SoftBank, une société japonaise. Donc là, il faut faire de l'argent, hein, forcément, parce que là, c'est pas tout de développer un petit chien comme ça. Enfin un gros chien, et il faut quand même maintenant avoir un petit peu d'argent en rentrée. La raison pour laquelle je l'ai mis, regardez la vidéo si vous avez le lien sous le podcast. La vidéo est bien faite. Hein, après, c'est une vidéo
marketing. Donc, on dirait que c'est un super robot qui va vraiment vous aider dans votre société, etc. La raison pour laquelle j'ai mise dans le oui mais non, c'est plutôt pour un petit peu minimiser cette utilité qu'on va en avoir maintenant tout de suite. Parce que déjà, le robot, oui, il va fonctionner, mais il va fonctionner pendant 90-90 minutes, donc 1h30 à tout casser. Oui, ils ont prévu que les batteries soient changeables. Donc, bon, imaginez, il faudra déjà un assistant au robot chien à toutes les heures changer sa batterie pour qu'il soit un petit peu utile. Oui, il a une vision de 360 degrés, c'est très bien. En même temps, faire une promenade de plus d'1 heure d'un chien qui ne doit pas faire pipi, t'avoueras franchement que c'est ballot. C'est un peu ballot. Ils disent il est étanche IP54. Ouais. Voilà. Connaître un petit peu les étanchéités des appareils de transport électrique, l'IP54, ça veut dire il est étanche sous une pluie fine, très fine. Alors, je sais pas dans quel monde ils vivent, mais sur les chantiers, à l'extérieur, on a quand même un petit peu plus de pluie que ça. En Belgique, donc, vous imaginez, oui, en Europe, en règle générale, dans les pays tropicaux aussi, aux États-Unis aussi. En même temps, c'est un premier modèle. On peut pas avoir tout de suite. Exactement, tout à fait. Donc voilà, il faut être un petit peu patient. Il pourra transporter une charge, le petit chien, enfin le grand chien, de 14 kilos. Il n'est pas très fort, le chien. Il n'est pas très fort, le chien non plus. Donc voilà, faut voir. Après, il est programmable, effectivement. D'où éventuellement, on peut avoir quand même des dérives aussi. S'il peut être programmable, on pourra l'utiliser à d'autres fins, parce qu'il a quand même un peu de force. Il a des moteurs assez forts. Donc, imaginez qu'il puisse devenir agressif. Et là, on est dans la science-fiction, et c'est un peu ça aussi. Donc oui, c'est une première version. Ça va évoluer. On va voir comment ça va se passer. Mais bon, on va en action. Il est déjà sur certains chantiers pour garantir la sécurité et d'autres. Parce qu'il est supposé faire chien de garde, en fait. C'est ça l'idée. Hein. C'est un outil de gardiennage, quoi, quelque part. Hein. C'est sa base principale, effectivement. Ouais. Après, il y a d'autres fonctions. Donc, c'est la vision qui va surtout... La vision et la mobilité qui vont en faire un outil intéressant dans des endroits qui sont peut-être moins accessibles pour les êtres humains, ou simplement parce que les êtres humains ne veulent pas. Voilà, au niveau du danger, ne peuvent pas y aller au niveau de la sécurité. Donc c'est un premier pas, oui, mais c'est un pas léger, on va dire. Oui, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Moi j'ai toujours été fan des produits présentés. Souvent on se demande si la vidéo n'a pas été un peu bidonnée. Parce que c'est clairement. Il y en a encore une qui circulait cette semaine, si je dis pas de bêtises, avec un bipède cette fois, mais qui faisait des cumulés, si je dis pas de bêtises, qui était assez véloce. Hein, c'est assez surprenant de voir ça. Je suis l'évolution de ce robot-là, parce que régulièrement ils font évoluer, et effectivement ça commence à devenir très très agile, même plus agile qu'un être humain. Donc oui, la robotique fait des grands pas. Eux sont vraiment loin de cette raideur accoutumée aux robots qu'on a dans l'imaginaire hein, depuis longtemps, des choses un peu raides, qui perdent facilement l'équilibre. Là, tu le bouscules, le bestiau il tombe pas, il se retourne, il fait des cumulés. Enfin voilà, c'est assez surprenant comme module. C'est vrai, c'est assez magique. C'est un peu magique, oui. Oui. Là j'attends la nouvelle version de Spot, donc qui sera un peu plus grand, qui sera en fait une copie d'un cheval. Donc ça sera un nouveau moyen de transport. Ça sera pas mal. Seb, pour conclure sur ce sujet. Oui, le prix, alors, qui peut l'acheter et le prix du truc, parce que Bruno dit, on peut l'acheter, je dis, si c'est le prix de Xiaomi, pour un écran double face, ça vaut la peine. Alors, combien ça va coûter? Voilà, plus ou moins le prix d'une voiture. Donc voilà, déjà ça casse un peu, hein, on va pas pouvoir s'amuser. Quel genre de voiture? Alors, qui peut l'acheter? Quel genre de voiture? Probablement une Tesla ou un truc équivalent, une grosse voiture. Et qui peut l'acheter? Alors pas tout le monde. Ils vont dire si tu veux en acheter un, tu les contactes. Si ton idée leur plaît, ils te laisseront l'acheter. Sinon non. Voilà. Donc, disons que c'est un premier élan commercial. Voilà. C'est pas non plus. Voilà. Ils vont à tâtons, comme Spot. Il avance à tâtons aussi. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des produits qui sont sympas à suivre parce que ça peut rendre des services. Là, c'est pas juste ludique. C'est aussi ça peut rendre des services
à l'être humain que nous sommes. On arrive au bout de cet épisode de 226, non sans difficulté, il faut bien le reconnaître. C'est voilà, problème de voisinage maintenant. J'espère que cet il y a épisode plus de bruit, il est peut-être mort, ton voisin. Oui, maintenant que le podcast est fini, il n'y a plus de raison de faire du bruit. C'est comme les mouches, elles sont parties. Je ne sais pas pourquoi. Le chat, on l'entend plus non plus. Il dort, le chat dort. Maintenant. Donc voilà, maintenant le chat dort. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous nous écoutez ou regardez sur YouTube. Si via votre application favorite de podcast, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, et à mettre des notes, des cotations, etc. Je ne l'ai pas noté ici, mais j'ai vu que quelqu'un avait laissé une note. Je pense que c'est sur iTunes Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Quelqu'un qui était très content de nous écouter, manifestement. Donc voilà, pour vous dire que je vois les commentaires, on les lit et on essaie de s'en faire l'écho quand c'est possible. N'hésitez pas à également partager avec vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Je ne sais pas si l'un d'entre vous voulait rajouter un truc éventuellement. Partagez avec vos amis, eux aussi. Oui, aussi. Voilà, c'était induit, tu vois, c'était dans... Oui, mais non, on a toujours 0,5... 0,4. 0,4 demoiselles qui... Il faut qu'on arrive au moins à une en moyenne, quoi. Oui, ça serait bien. Bon, merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt, la semaine prochaine. Il y aura un hors-série lundi, normalement, puisque Xavier nous a testé un système TP-Link de réseau domestique. Ça va t'intéresser, Sébastien, j'en suis sûr. Donc, on en reparlera ce lundi. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.